Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez de super vacances. Il y a un moment que j'ai pas remis de vidéo, là j'en ai fait une, elle va être, je pense, un peu longue. On va voir deux différents routeurs, donc les routeurs Internet. Donc on a une connexion Internet dessus et par exemple on a sur certains 4 sorties qu'on peut relier 4 ordinateurs dessus. Ça fait un peu le rôle d'un switch. Donc le premier, ça sera un Cisco, donc la marque, et le modèle un RV120W. Donc ils sont alimentés tous les deux par des chargeurs type comme cela. Donc c'est en 12 volts. Le Cisco RV120W, lui, il est alimenté en 12 volts 1 ampère. Donc ça, c'est le maximum que le transformateur peut fournir. Et le deuxième routeur, ça sera un Xigzel Zigwal USG 20. Donc comme je prononce très mal, je vais vous faire voir la façade quand même du deuxième. Donc là, vous avez le modèle et la marque. C'est pas facile à citer. Donc celui-ci, il coûtait très cher à l'époque. L'alimentation se fera par un petit chargeur, un petit transformateur, donc un peu le même que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et ça sera du 12 volts en 1,5 ampères maximum que peut fournir le chargeur d'alimentation. Donc maintenant, je vous souhaite un bon visionnage des deux routeurs différents. On va surtout voir les alimentations des boîtiers, comment elles sont conçues. Voilà. Donc pour commencer, nous allons faire un routeur Cisco de modèle RV120W. Donc pour l'ouvrir, c'est très simple. Il faut retourner le boîtier. Donc j'ai enlevé l'étiquette d'identification, hein, c'est normal. Ensuite, il faut faire avec un tournevis plat, il faut faire sauter légèrement le petit caoutchouc qui sert de pied. Donc il y en a 4. Et ensuite, on enlève les vis avec un tournevis cruciforme. Un petit cruciforme. Donc vous avez 4 vis à enlever et ensuite vous pouvez enlever le couvercle. Donc ça, c'est le couvercle du dessous. Ensuite, vous retournez le boîtier. Donc je l'ai déjà ouvert, hein, c'est pour ça que ça bouge. Vous retournez le boîtier et vous enlevez la face avant. Ensuite, il faut venir enlever les deux fils d'antenne Wi-Fi. Donc une fois que vous les avez enlevés, vous pouvez sortir la carte. Hop. Et voici à quoi ressemble notre carte de ce routeur. Alors déjà ici, on a la fiche d'alimentation, le 12 volts qui arrive. Donc pour faire mes mesures, parce que j'ai fait des mesures de tension dessus, j'ai soudé un fil directement sur le moins du connecteur. Donc vous pouvez soit prendre vos pointes de touche des deux mains et mettre le fil noir ici, du multimètre, ou alors moi j'ai soudé carrément un fil en dessous, au même endroit, hein, pour pouvoir brancher dessus sur le fil ma pointe de touche noire et j'ai juste la pointe de touche rouge à déplacer pour faire une mesure. Donc c'est une petite astuce que je peux vous donner. Donc là, on a l'interrupteur on-off qui est situé à l'arrière. Ici, vous avez un fusible de protection. Ensuite, alors si jamais par exemple vous avez vérifié votre chargeur d'alimentation, il y a bien 12 volts. Il y a également 12 volts qui arrivent sur la prise. Pareil derrière l'interrupteur. Par contre, l'appareil ne s'allume pas, par exemple. Ça peut arriver. Alors ça peut être le petit fusible. Ou alors ça peut être le MOSFET que vous avez ici. C'est le U14. C'est en fait, dessus c'est écrit 9435. Donc c'est un MOSFET de canal P et pas de canal N comme on a l'habitude de voir. Donc il est prévu pour 20 volts, 4,5 ampères. Donc c'est une petite puissance de rien du tout. Hein. Donc ici on peut remarquer que pin 1, 2 et 3 c'est ensemble.
on a la source. Pin 4, c'est, alors si je dis pas de conneries, la gâchette ou la gâche. Moi, je dis tout le temps la gâche, alors que c'est plutôt la gâchette. Ensuite, pin 5, 6, 7 et 8, c'est relié ensemble, c'est le drain. Donc, si vous faites une mesure, soit sur la pin, par exemple, la pin 1 pour la source et la pin 8 pour le drain, vous avez 12 volts de chaque côté lorsque tout fonctionne. Donc, s'il n'y a pas de 12 volts, soit sur pin 8, soit sur la pin 1, c'est que le circuit est sûrement HS. Il faut voir sur la pin 4 si on a bien la commande. Donc, si on regarde de plus près, on voit que la pin 1, alors je vais prendre un stylo pour vous faire voir, ça va être plus facile. Alors, il est où mon stylo? Je ne le vois pas. Ah bah, il est là. Donc, pin 1 ici. Donc, pin 1, 2 et 3, c'est ensemble. Pin 4, c'est la gâche du MOSFET. Et pin 5, 6, 7, 8, c'est le drain. Pour faire la mesure, par exemple, sur le drain, on peut prendre soit la pin 5, soit la pin 6, ou la 7, ou la 8, c'est au choix, vu qu'elles sont reliées toutes ensemble. Ensuite, dessus, vous avez vu ce fusible-là pour le général. Bien, mon général. Mais après, vous avez aussi des petits fusibles. Donc, c'est plutôt des straps, mais ça sert de fusible. C'est marqué 0, 0, 0. Donc, s'ils sont claqués, c'est sûrement que soit il y a un court-circuit sur la ligne d'alimentation, ou alors ça peut être le convertisseur DC-DC qui est HS. Parce que c'est ce qu'on va voir là maintenant. Pour l'alimentation, on a du 3,3 volts et on a du 1,8 volts. Donc on va mettre la carte ici sous le microscope. Donc je profite de cette vidéo pour vous le présenter. Je vous l'ai jamais fait voir. Donc on allume. Donc là, on voit il y a un reflet, c'est à cause du flash du téléphone avec quoi je filme. Voilà, on va faire une mesure ensemble. Donc je mets l'appareil sous tension, il s'allume. Alors, je regarde ce que je fais parce que je suis pas trop habitué. Donc par exemple, je vais venir prendre la tension ici, sur la pin 5, et j'ai 11,96 volts. Là, c'est pas facile pour moi parce que devant, j'ai le petit trépied qui tient le téléphone qui filme. Et du coup, je suis obligé de mettre mon bras presque au bout de la table. Je vous fais voir pour pouvoir faire ma mesure. D'habitude, lorsque j'utilise le microscope, j'ai juste à mettre ma main là et je vois tout ce que je fais dans le microscope. Que là, j'ai une certaine distance quand même entre la table. Vous voyez, je recule. Hop, et puis après le trépied. Donc, c'est pas facile pour moi. Mais bon, je voulais vous faire voir comment on fait une mesure quand même avec un microscope. Ça aide. Ça aide beaucoup. Donc ensuite, passons. On a ici, vous allez voir. Alors, je prends la pointe de touche noire, par exemple. On a un circuit intégré. C'est marqué C comme Carole, A comme Anaïk, T comme Tiffany, 7114. Donc, pour UT1. Et on a également le même montage, le même circuit intégré, le CAT 7114. Alors, ce sont les mêmes circuits intégrés, pourtant nous n'avons pas les mêmes tensions en sortie. Donc les tensions en sortie, j'ai une sortie ici sur les deux résistances qui servent de fusible. Elles sont montées en parallèle. Donc on peut commencer par prendre la tension par exemple ici avec la pointe de touche rouge, hein, pas la noire. Si vous n'avez pas de tension ici, il faudra se prendre avant ici. Et si vous avez une tension ici et vous n'en avez pas à cet endroit-là ici, c'est que les résistances qui servent de fusible sont claquées. Donc il suffit de les changer.
Donc vous avez une tension ici et vous avez l'autre tension qui est délivrée par le circuit intégré ici. Vous voyez, vous avez une résistance RT169 qui est à 0, donc c'est comme un strap, hein, c'est pareil, comme un fusible. Et vous avez R84 pareil, ils sont en parallèle. Vous avez le condensateur de filtrage ici, CT105 pour la tension qu'on aura ici. Et vous avez encore le petit condensateur CT54 de filtrage pour cette tension-là. En fait, on utilise le même circuit intégré avec un montage. Et il suffit de changer la valeur de 4 résistances. Donc 4 petites résistances comme vous voyez ici. Là, sur ma pointe de touche, c'est une petite résistance. Vous en avez une ici aussi. Là, c'est un petit condensateur, petite résistance. Donc, en modifiant leur valeur, on arrive à avoir une tension différente en sortie. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour alimenter ces circuits intégrés, on sera aux alentours de au minimum, il faut 2,5 volts. Je n'ai pas trouvé le datasheet du CAT 7114, mais j'ai pris une référence qui s'en rapproche. C'est le CAT 7117. Il est un peu plus puissant. Donc dedans, on a 2 canaux. C'est un convertisseur de tension DC-DC. Donc à partir d'une tension continue, on va avoir une autre tension continue en sortie du convertisseur. Donc c'est pour abaisser la tension. Ici, vous avez le brochage. Pin 1, c'est Enable. Après, pin 2, FB1, VIN2, GND2. Donc GND2 et GND1, ils sont reliés ensemble. Donc pin 4 et 9, c'est ensemble. Ensuite, je vous fais voir le montage du constructeur. Donc, on a Vout ici sur le SW1 et on a Vout sur la pin SW2. Donc, SW1, on le trouve en pin 10 et SW2, on le trouve en pin 5. Voici maintenant un peu comment il est câblé, comment il faut souder les composants pour pouvoir avoir un convertisseur de tension DC-DC qui fonctionne. Donc après, vous voyez, on a les résistances R3, R4, R1 et R2. Donc en fin de compte, si vous voyez, Vout est égal à 0,6 fois, entre parenthèses, 1 plus la valeur de R2 divisé par la valeur de R1, le tout en parenthèse, pour avoir la tension de sortie. Pour Vout2, c'est pareil. Ça sera R3 et R4. Donc maintenant, je vous ai imprimé toujours sur la même feuille pour les tensions de sortie. Donc pour avoir 3,3 volts par exemple, il va falloir que je mette une résistance de 300 kΩ pour R2 et R3 et que je mette une résistance pour R1 et R4 de 68 kΩ. Si par contre je veux une tension encore en dessous de 1,8 volts, comme nous on a, il faudra mettre une résistance de 1 mégaohm pour R2 et R3 et une résistance de 500 kg pour R1 et R4. Donc là, vous voyez, on a changé les valeurs. Donc on peut descendre jusqu'à 1 volt en sortie. Alors la différence avec le CAT 7114, c'est que SW2 et SW1, en fait, comment vous expliquer, c'est comme si c'était relié ensemble, en fait, à travers une self. Le CAT 7117 est prévu pour 0,8 A en sortie et le CAT 7114, il est prévu pour 0,2 A en sortie. Donc le 7114 est moins puissant. Ensuite, alors, vous avez des petites résistances.
fusible. Ici, sur la R84, vous avez 1 volt 80. Donc, c'est vraiment très peu. Hein. On est très bas. Et ici, sur les deux résistances RT69 et R74, vous avez 3,3 volts. Alors maintenant, on va parler de toujours cette carte. Ici, vous avez les LED. Donc, ça, c'est pour indiquer que la box est bien démarrée. Ensuite, il y a les autres LED. Alors, c'est pour les, je pense, les sorties. Ouais, voilà, je prends la façade avant. Il y a une LED pour indiquer le Wi-Fi wireless. Il y a une LED pour le WAN. Et puis après, on a 1, 2, 3 et 4 qui correspondent aux sorties internet sur réseau, quoi, en fait. Sur les prises réseau. Prises réseau qu'on a en sortie. 1, 2, 3, 4. On a l'entrée et les sorties. Donc ensuite, on a ici tout un module qui est en fichier. C'est le module Wi-Fi. Donc on a les antennes que vous voyez ici. Il y en a 2 avec des petits fils qui sont reliés, une ici et une là. Donc ça, si vous avez une panne par exemple de Wi-Fi que vous ne pouvez pas le remettre en route, c'est sûrement cette carte-là qui est en défaut. Ensuite, ici, on a le microcontrôleur. Donc, il est collé sur un dissipateur. Donc, je ne peux pas voir sa référence. C'est bien dommage. Ici, on a une ROM. Alors, une ROM, qu'est-ce que c'est? C'est une mémoire qui est programmée. Donc, c'est dedans que va être le soft qui gère la box. Donc, quand vous faites une mise à jour, c'est ici que c'est stocké. Ici, vous avez la RAM. Donc, on est à 32 MO ici de RAM seulement. Ouais, c'est pas beaucoup. La RAM que vous voyez ici, c'est une EM68B16 CWPA-25H. Donc, elle a besoin de 1,8 volts pour fonctionner. C'est son alimentation. Ici, vous avez encore tout un module de convertisseur de tension DC-DC avec le composant ici, le UT22. Donc ça, c'est pour l'alimentation de la RAM que vous avez ici. Ici, c'est le petit circuit, on va dire que c'est un contrôleur qui gère les différents ports Internet. Donc ce quartz-là fonctionne avec ce contrôleur. Donc c'est pareil, je ne peux pas voir la valeur parce qu'il y a un dissipateur qui est collé dessus. Si je l'arrache, je risque soit d'arracher les pattes et le composant avec, ou bien d'avoir une couleur blanche sur tout le circuit intégré et pas pouvoir voir sa valeur. C'est dommage, mais bon. Alors ici, on a un petit reset, un petit switch. Vous voyez, ici, vous avez l'encadré rouge en rond et c'est écrit reset. Donc, c'est ce switch-là. Ici, on a un quartz de 25 MHz. Alors, ça, c'est un quartz bas profil. Donc, lui, il est soudé par en dessous. Donc, c'est un radial. En radial, en fait, c'est comme ces condensateurs que vous voyez ici ou ici. En fait, il y a 2 pattes par en dessous et c'est soudé. Donc ça, c'est du radial. Et là, on est sur version CMS, donc CMD, SMD, comme vous voulez. Et c'est soudé, amen, ici. Amen. Non, non, je prie pas. C'est soudé directement ici sur la carte. Donc ça, avec un fer à air chaud, on peut les récupérer. Sur le petit module Wi-Fi que vous avez ici, vous avez encore une alimentation DC-DC. Donc sur la petite self L1, on obtient 1,08 volts en sortie. Donc ici, on a 2 petits circuits, c'est les drivers Wi-Fi. Et la puce qui gère tout le Wi-Fi, c'est celle-là, la BCM 4322 LFK 8G.
BG. Je sais pas si on peut mieux voir. Voilà. Donc ça c'est pareil. Si vous avez un problème de Wi-Fi avec ce routeur, j'éteins le multimètre. Si vous avez un petit problème avec ce module, ça peut être le petit circuit ici, le BCM 4322, qu'il faut rebiller. C'est possible que ça soit ça. Tout simplement. Donc déjà vérifier la tension sur la self L1 et ensuite refaire également les soudures de ce circuit. On peut également, avant de refaire le rebillage, essayer de chauffer pour refaire fondre un peu les petites billes d'étain pour bien refaire les soudures. Sinon, il faudra refaire un rebillage. C'est une des pannes qu'on peut rencontrer. Donc sinon, quoi dire de plus sur ce routeur? Il n'y a pas grand-chose. Si ce n'est que c'est dépassé maintenant. Maintenant, on est sur des technologies avec beaucoup plus de RAM et beaucoup plus rapide. Donc en dessous, vous voyez que il y a quasiment rien. Bon, on voit qu'il y a quand même des... Comme ici, il y a des empreintes pour mettre un circuit intégré. Donc, il y a, avec la même carte, on peut avoir un deuxième modèle de routeur, peut-être plus performant. Je ne sais pas vraiment en fait. Je pense. En tout cas, d'autres fonctions qu'on n'a pas ici. Vous voyez ici qu'il y a tout un tas de petits condensateurs qui sont soudés sous le microcontrôleur qu'on a ici. C'est tout simplement des condensateurs de découplage. On s'en sert pour éliminer certaines fréquences non désirables sur l'alimentation du microcontrôleur. Donc ici, vous voyez, il y a encore une petite résistance qui sert de fusible, qui est reliée directement au GND. Nous allons maintenant voir le deuxième routeur, un Zixel. Bon, le modèle c'est Zigwal USG20. Je prononce très mal. Je suis désolé, j'ai pas été habitué à prononcer ce genre de choses. Donc là c'est la face avant, face arrière, 12 volts, 1,5 ampères. On a un port USB 3.0 de couleur bleue. On a ici l'entrée internet, ici les ports de sortie. On a le bouton reset ici, donc il faut enfoncer un petit cure-dent et on appuie sur le switch. Donc c'est un petit routeur qui est un peu plus récent que celui qu'on vient de voir. Pour le démonter, c'est pareil, il faut retourner le boîtier, puis enlever les vis. Donc si on regarde bien, il y en a une ici, une là, et apparemment c'est tout. Donc je vais enlever les deux vis et je vous dis à tout de suite. Une fois les deux vis enlevées, on enlève le couvercle arrière. Donc voici ce qu'on trouve déjà. Ici, il y a ce qui ressemble à une ROM. Donc le firmware serait bien dedans. Je suppose une RAM. Ensuite, comment que ça se démonte ça? Ah bah il suffit de soulever, d'accord. Donc celui-ci, ah oui, il y a un ventilateur carrément sur le dissipateur qui vient refroidir le microcontrôleur qui est en dessous. D'accord, donc déjà, on voit que c'est un contrôleur qui est un peu plus évolué, on va dire. Ici, là, c'est ce qui sert à protéger les ports réseau Internet. Ici, bon, on a une puce qui gère l'USB forcément, donc elle est dans le coin. On verra après avec les références qui gère quoi. Ce qu'on peut voir ici, donc la prise d'alimentation, le reset.
Et ici, on a des circuits qui servent de convertisseur de tension DC-DC pour fournir une tension différente sur chaque sortie de self. Donc ça, on verra après comment que ça fonctionne. Ici, on a une pile comme sur une carte mère d'ordinateur. Donc cette pile, elle sert à garder en mémoire les paramètres de votre switch. Ici, vous voyez un petit transistor, le UA ou U45 plutôt, pardon, U45. Il sert à fournir l'alimentation nécessaire au ventilateur. Donc, chose que je vais faire, c'est, je pense qu'on peut voir la référence du microcontrôleur. On doit pouvoir enlever le dissipateur. Il va falloir que je vienne dessouder les pattes de chaque côté qui tiennent le dissipateur. Donc, vous voyez, c'est soudé comme ça. Donc, je fais chauffer le fer, j'enlève ça et on va pouvoir voir les références du microcontrôleur qui est en dessous. Donc, le processeur ici, c'est un microprocesseur. Sa référence est C comme Carole, L comme Nicole, 5010-400 BG 564-S comme Sophie, C comme Catherine et P comme Patricia. SCP à la fin. Voilà, alors j'ai pas trop d'informations sur ce processeur, si ce n'est que c'est un dual core, donc un double cœur. C'est uniquement l'information que j'ai trouvée dessus. En tout cas, il est beau. C'est de la soudure BGA, comme on a l'habitude de voir. Donc, si vous avez ce genre de routeur et qui n'arrive pas à se mettre en route, en fait, ça peut être soit la RAM ici, Samsung, qu'il faut rebiller, ou soit le processeur qui peut éventuellement être à rebiller. Il est pourvu d'un dissipateur plus un ventilateur. Je n'ai jamais utilisé ce routeur, donc je ne sais pas, mais il doit, à mon avis, beaucoup chauffer quand même, vu qu'il y a un ventilateur. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être les soudures BGA qui soient à refaire. Quand je dis BGA, en fait, c'est rebillage par un système de billes en dessous. Donc, des fois, on peut faire chauffer le processeur avec un fer à air chaud afin de faire fondre les petites billes d'étain qui est en dessous pour refaire les contacts entre la puce et la carte PCB. Donc les mémoires ici qu'on a, les Samsung, alors je reprends ma petite feuille parce que j'ai tout écrit sur une feuille. C'est de la K comme koala, 4 le chiffre, T, 1G, donc T Thérèse, 1, G comme Géraldine, 1640, F comme Fabienne, BC, Béatrice, Caroline, F7. F, je trouve pas. Florian, 7. Donc je répète, K4, T1G, 1640, F-BC, F7. Donc c'est de la RAM qui a besoin de 1,8 volts pour fonctionner. Les deux barrettes qu'on a ici. Je vais tout de suite retourner la carte. C'est tout simplement parce que en dessous, j'ai une autre RAM, la Samsung qui est ici. Et celle-ci, c'est une K9 F1G08U0D. Alors, c'est le fabricant, c'est Samsung, comme on le voit. C'est une RAM de 1 gigabit. Donc, c'est supérieur aux deux autres barrettes de mémoire qu'on a. Donc, ici, vous avez la ROM. Donc, c'est dedans que le firmware est mis, en fait. On met dans cette ROM-là. Donc, c'est une ROM de 16 mégabits. C'est U41 comme repère sur la carte PCB. La référence c'est 29LV1600 BT1-70G. Donc ça c'est la référence. Pour la RAM que vous avez ici, il faut qu'on utilise une tension d'alimentation qui soit comprise entre 2,7 et 3,6 volts. Pas plus, pas moins.
Donc maintenant, on retourne à nouveau la carte. Ici, vous avez différentes selfs avec 4 circuits intégrés. Ce sont les mêmes circuits. Dessus, c'est écrit PS54325. Donc, si on cherche sur Internet, la vraie référence, c'est TPS 54325. Donc, ce sont des convertisseurs de tension DC-DC. Alors, la première self du haut ici, je mesurais les tensions. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un fil qui est ici. J'ai relié, alors je vais vous faire voir tout. J'ai relié en dessous un fil ici pour le GND. Comme ça, je relie le fil à mon multimètre et j'ai uniquement la pointe de touche rouge à mettre aux différents endroits pour prendre mes tensions. Donc pour la première self du haut, c'est la self L9 et dessus j'ai 5 volts. Donc ça sera pour alimenter les circuits en 5 volts. Je pense notamment au circuit TTL qu'on peut rencontrer à droite à gauche. La deuxième self ici, c'est la L12 comme repère sur la carte. Et on a en sortie 1 volt. Ici, troisième self, la L15. On a 1,08 volts. Donc ça, c'est sûrement pour la RAM. Les 2 barrettes de RAM qu'on voit ici. Et ici, sur la dernière self, la L17, on a 3,3 volts. Donc c'est des convertisseurs de tension DC-DC comme on a vu dans l'autre routeur tout à l'heure. Donc voici le datasheet du TPS 54325. Donc on voit que l'alimentation du circuit se fait entre 4,5 volts jusqu'à 18 volts avec un courant de 3 ampères max. Bon, je vous rassure, on n'aura pas les 3 ampères en sortie. Donc voici un peu comment il est câblé, le circuit. On a la tension de sortie qui passe par une self, toujours la self dans les convertisseurs de tension DC-DC. Donc Vout. Et cette tension-là revient en pin 1. Et puis bien sûr à travers 2 résistances qui servent à calculer la tension qu'on a ici en sortie. Donc suivant la valeur des résistances, on aura une tension différente en sortie sur la pin 10. Donc là dans notre cas, SW1 et SW2, donc les 2 sorties sont reliées ensemble. Et on sort ici. Donc l'alimentation, elle se fait en pin 14 et là ils ont mis pin 13. Les condensateurs céramiques qui servent comment qu'on peut dire, qui servent à éviter toute interférence sur l'alimentation. C'est antiparasite, quand on va dire. Donc ensuite, on va voir la page d'après. Donc page d'après, c'est le brochage. Donc on a pin 1 VO. Donc VO, ça correspond à le retour l'information de retour de la tension de sortie. Ensuite, on a VFB, VREG, SS, GND, pin 5, pin 6 PG, pin 7 Enable. Alors là, comment ils ont mis la pin 7 Enable, donc c'est une entrée. On vient dire au circuit de se mettre en route en fait. Si je n'ai pas cette information Enable, le circuit ne va pas délivrer de tension en sortie. Donc ensuite, on a les 2 GND. Je fais du bruit avec ma feuille. Pin 9 et pin 8, c'est relié ensemble, relié au GND. Nos sorties, pin 10 et pin 11. Le VCC, donc c'est la tension d'alimentation entre 4,5 et 18 volts qu'on va venir alimenter le circuit intégré. Si vous voulez que le montage dure dans le temps et que ça soit pas le circuit soit pas HS rapidement, évitez de l'alimenter en 18. Là, dans notre cas, on l'alimente en 12 volts. Donc ça, c'est pour nous dire qu'est-ce qu'on a sur chaque patte. Chaque pin du circuit intégré.
Donc là, je passe vite fait, hein, parce que c'est... Donc ici, voici un exemple. Donc là, le V-out, on l'a vu tout à l'heure en pin 1. Toujours l'entrée enable ici de la pin 7. Alors, je vais vous faire voir maintenant une autre feuille. Donc voilà. Moi, je vous ai dit que le circuit s'alimentait entre 4,5 volts et 18 volts. Et là, eux, ils préconisent quand même entre 5 et 17 volts. Donc, vous voyez, pas le 18. 18, vous allez faire chauffer le circuit intégré et même le détériorer sur la durée de vie. Eux, ils préconisent 12 volts comme dans notre cas, quoi. Donc, alors, là, ça change. Vous voyez R2 et R1. Donc, pour avoir 1,05 volts en sortie, il faut avoir une résistance de 8,25 kΩ pour R1 et pour R2, 22 kΩ. Alors là, maintenant, je vous ai imprimé le tableau avec les différentes tensions que l'on peut avoir et les différentes valeurs de résistance à mettre. Entre 1,8 volts et 5 volts en sortie, on voit qu'il faut mettre une capacité pour C4. Donc C4, il se situe ici. Donc il doit être compris entre 10 picofarads et 22 picofarads. Là, on a le choix pour les condensateurs de C8 et C9 entre 22 microfarads jusqu'à 68 microfarads. On peut mettre un 47 microfarads par exemple. Donc là, c'est pas C8 et C9, c'est C7 et C8. Donc pour le 3,3 volts par exemple, R1, je vais mettre une résistance de 73,2 kΩ. Et je vais mettre une résistance de 22 kΩ pour R2 à chaque fois. On n'est pas obligé de choisir une résistance type métal qui soit de précision à 22,1 kΩ. On peut mettre une résistance tout simplement de 22 kΩ, point barre. Il y a uniquement notre valeur de R1 qui va être changée. Donc ne pas se tromper, c'est pas 121 ohms, c'est 121 kΩ. Donc là pareil, on peut mettre 120 kΩ. Pour la 73,2 kΩ, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre une 75 kΩ. C'est la valeur la plus proche. Pour le 49 kΩ, soit vous pouvez mettre une 47 kΩ, ou alors la valeur la plus proche après c'est 51 kΩ. Pour le 30,1 kΩ, j'ai pas de tête. Il me semble qu'il y a 30 kΩ qui est proche, qu'on peut trouver. Là, c'est délicat. Là, pour cette valeur-là, de tête, je ne sais plus. Pour R1 de 12,7 kΩ, je crois que vous n'avez pas le choix. Il faudra en trouver une vraiment de précision. 8,25 kΩ, ça existe, c'est courant. Et pour 1 volt en sortie à 6,81 kΩ, vous pouvez mettre une 6,8 kΩ à la place, sans problème. Donc ça, c'est le tableau. Donc voilà comment on fait pour avoir sur notre carte toutes les tensions que l'on a. Ici, on a un circuit intégré à 8 pattes. Donc 4 d'un côté en bas et 4 en haut. Donc je vais vous pencher un peu la carte pour que vous voyez. Donc ce circuit intégré, c'est le U37. Donc sa référence, c'est APL 5331. Donc lui, c'est encore un convertisseur de tension DC-DC. Et il sert à alimenter la RAM. Donc voici le datasheet du APL 5331 qui est donné pour un courant max de 3 ampères en sortie. Donc vous n'aurez pas les 3 ampères dessus. Donc celui-là, il sert pour alimenter la SDRAM, la DDR en fait. C'est pour alimenter les RAM.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On voit que pour la sortie, on pourra avoir une tension comprise entre 0,9 volts et 1,25 volts. Pas plus, pas moins. Donc là, il y a une petite tolérance, plus ou moins 20 millivolts d'écart, suivant la température du circuit. Donc, si jamais votre circuit, vous tirez 2 ampères dedans, on va dire, il va falloir nécessairement mettre un petit dissipateur dessus, histoire de dissiper la chaleur du circuit intégré pour éviter de le détériorer. C'est un petit conseil que je donne. Donc, il existe sur différents formats. On a le SO8, comme on vient de voir. On peut l'avoir en TO 252 ou alors en TO 263. Donc, c'est un autre type de paquetage. Et c'est toujours en CMS, hein, en SMD, CMD, quoi. Donc là, avec ce circuit, on peut alimenter de la RAM DDR1 ou alors DDR2. Donc maintenant, on nous donne le brochage VIN, la tension VIN, le GND, la tension VREF, la tension de sortie VOUT, et pin 5, 6, 7 et 8, on a VCNTL. Donc on va voir après à quoi ça correspond. Donc après, vous avez les différents brochages suivant le pactage du circuit intégré. Donc ici, vous voyez à quoi ressemble un boîtier TO252 et à quoi ressemble un boîtier TO263. Donc là, j'en ai pas sous la main, je peux pas vous les faire voir. Donc là, j'ai changé de page. Donc on voit que VIN, c'est la tension VCC. Donc ici, on va avoir, c'est un exemple, hein, mais on va dire 5 volts ou 12. La tension de sortie, elle se fait ici entre l'émetteur NPN et le collecteur NPN du deuxième transistor ici. Donc ensuite, la tension VRF. Donc ça, c'est à l'intérieur du boîtier, ce qu'on trouve dedans. On a un circuit de régulation de la tension d'alimentation. On a un circuit thermique de limitation. Donc on va limiter la tension et le courant suivant la température du boîtier. Et on va aussi protéger la sortie en courant. Donc on a une protection du courant de sortie. Donc Vout, ils nous disent que c'est la tension de sortie. Donc ça, on a bien compris. VREF, il faut une tension de référence pour que le circuit fonctionne. VCNT, alors c'est marqué Power Input Pin for Internal Control Circuit. Donc en fait, ici, on a besoin d'une tension d'alimentation, on va dire, pour mettre en route le circuit intégré. GND, bon, ça vous savez ce que c'est. Et VIN, Main Power Input, PIN, Connect. Donc VIN, on l'a ici. C'est notre tension, on va dire, de plus VCC, on va dire. Je tourne ma petite page. Voici maintenant différents modes qu'ils ont fait. Donc là, on voit par exemple que pour VCNT, on vient mettre une tension d'alimentation de 3,3 volts. Ensuite, pour VIN, on va avoir une tension comprise entre 2,5 et 1,8 volts. Shutdown, donc vous voyez, ici, on va venir commander notre circuit intégré. Donc là, ici, le circuit ne donne aucune tension en sortie. Et dès que je passe à l'état haut, donc à plus, bon, vu que l'alimentation est pas très haute, on va dire à plus 2,5 ou plus 3,3 volts, je vais dire au circuit de se mettre en route en fait. Donc là, c'est un autre montage sans notre alimentation de démarrage. Donc Q1 a disparu. Donc vous voyez, ici pour VCNT, ils ont mis 5 volts, alors que tout à l'heure, on était à 3,3 volts.
Donc là, on avait une tension de sortie de 1,25 volts. Et ici, on va être sur une tension de sortie de 1,4 volts. Vin plus 2,8 volts là, dans notre cas. Ah bah pareil dans l'autre à peu près. Je regarde un truc, oui, c'est pareil. Et là, voici un autre type de montage, donc qui est différent de tout à l'heure. Vous voyez les résistances, comment elles sont. Donc ici, je vais envoyer la tension de 1,8 volts pour dire au circuit intégré de se mettre en route. J'envoie 5 volts sur VCNTL et j'envoie 1,8 volts en in. Là, Vout, c'est la tension de sortie. Donc la tension de sortie, on nous dit que c'est Vref in. Donc la tension Vref ici qu'on a dans 2,8 dans notre cas là, moins la valeur de R2 divisé par R1 plus R2. Donc c'est les valeurs. Donc là, il ne faut pas mettre 1K, il ne faut pas mettre 1, il faut mettre 1000 pour 1 kOhm. Donc 1000 divisé par 1000 plus 1000. Donc 1000 divisé par 2000. Et ça nous donne la tension de sortie. Donc après, il suffit de modifier la valeur des résistances pour obtenir une tension différente en sortie. Donc là maintenant, je vais prendre mon multimètre, mon fameux multimètre. Je vais le mettre, parce que je ne connais pas la tension de sortie, sur le calibre 20 volts continu. Je vais mettre ma pointe de touche noire, je vais la relier à mon fil qui est ici. Et je vais venir avec la pointe de touche rouge tester sur la pin 4 ici pour connaître la tension de sortie de notre circuit. Donc je fais ça. Je mets ma pointe de touche sur la pin 4 sans toucher aucun composant à côté, ça serait dommage. J'allume et je suis à 0,88 volts sur la pin 4. Donc on est encore en dessous de 1 volt. Donc si vous regardez bien, c'est comme dans l'autre routeur. Vous avez ici des petites résistances. Donc il y en a une ici. Vous voyez, c'est marqué R308. Donc c'est référencé comme une résistance. Sauf que c'est des petits straps, on va dire. Et ça sert de fusible. Je fais devant vous. Je vais prendre par exemple le 5 volts ici. Je me mets, comme vous voyez, avec ma pointe de touche dessus. J'allume le circuit et j'obtiens 5 volts en sortie. Je ne sais pas si je peux vous faire voir le multimètre. 5 volts. Si vous avez un circuit intégré, c'est le contrôleur Ethernet. Donc c'est lui qui va contrôler l'entrée et les sorties Ethernet. Donc vous voyez, c'est écrit dessus, c'est un RTL 8367R. Donc ça, c'est la référence du circuit. Si vous avez un souci de réseau, par exemple, qui vient de ce routeur, ça peut être cette puce ici qui fout la merde. Peut-être les soudures à refaire ou le circuit qui est flingué. En cas de foudre, par exemple, il se peut que le circuit, lui, soit flingué. En général, si la foudre tape, il n'y a pas que lui qui dégage. En général. Je parle par expérience. Ensuite, on a U7. Donc le U7, c'est ce circuit-là. Et lui, il gère le port USB que vous avez ici, qui est en USB 3.0. Sa référence, c'est PS 2232 BD-E. Donc ça, c'est la référence de la puce. Ensuite, ici, vous voyez, je reprends mon petit tournevis. Vous avez des petits composants qui ont l'air transparents. Ce sont des LED.
Je vais vous le mettre sous tension. Alors, je reprends le fil d'alimentation. Je branche mon fil sur la prise. Je mets sous tension. Et vous voyez les LED qui s'allument. Donc celle-ci, par exemple, la première PWR, elle s'allume à la fois en rouge et à la fois en vert. Celles-ci, elles sont en jaune, mais je crois qu'on peut les avoir en vert aussi, au niveau de la couleur. Alors ce routeur, il était vendu dans les années 2016. Donc là, maintenant, il est dépassé. Hein. Il était vendu à l'époque 267,44 € hors taxe, plus une TVA de 53,49 €. Ce routeur, on va dire qu'il est dépassé, parce qu'il a quand même 2016. Alors, l'année 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, ça fait 6 ans. Donc vous voyez qu'il est dépassé. Il y a des nouveaux routeurs maintenant, beaucoup plus performants et plus sécurisés encore. Sous cette vidéo, je vais vous mettre des liens de différents routeurs qui pourraient éventuellement vous intéresser. Donc, lorsque vous cliquez dessus, ça ira directement sur un routeur que j'ai trouvé sur Amazon. Donc, j'en mettrai 2-3 qui peuvent être pas mal pour vous, si jamais vous voulez en acheter un. Ça peut vous donner une idée de ce qui peut être bon à prendre. Ensuite, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'est pas rentré exactement dans comment fonctionne la RAM, qu'est-ce qu'on a sur le microcontrôleur et tout ça, mais on a vu surtout les alimentations. Les alimentations, c'est ce que je vois dans la plupart des appareils. Donc c'est primordial de connaître un peu tout ça. Les alimentations convertisseurs tension DC-DC par exemple, là, on en trouve dans beaucoup d'appareils et de plus en plus. On a la même chose dans les cartes mères en fait. Les cartes mères d'ordinateur, c'est pareil. Certaines télés ont également ce système-là. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un gros pouce comme le mien. Il est beau, hein. Pour ceux qui sont encore en vacances, profitez un max. Surtout, faut pas hésiter à se lâcher. C'est le moment ou jamais pendant les vacances. Donc profitez bien. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, bye bye. Salut, salut.